à Faites-moi lire. Savez-vous que les utilisateurs de smartphones passent en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone? Un utilisateur moyen passe 6 heures et 37 minutes par jour sur Internet. En 2022, le temps moyen passé sur les réseaux sociaux était de 2 heures et 31 minutes. Et enfin, en plus des services du quotidien, quand vous avez faim, vous passez par qui? Des plateformes numériques. Uber a employé 60 000 livreurs indépendants en France depuis son arrivée en 2012. 60 000 livreurs. Ces tendances illustrent bien entendu le poids croissant des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et de leurs homologues dans nos habitudes de consommation et de travail. Il existe de nombreuses façons d'analyser ce phénomène, économique, sociologique, psychologique, comportemental, philosophique, et pourquoi pas esthétique, chimique, etc. Aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Rosa, qui est venue à Rennes à l'invitation des Champs Libres pour présenter son ouvrage « Marx contre les GAFAM ». Son analyse repose sur une lecture marxiste et matérialiste de ce phénomène, en s'intéressant aux conditions de travail et aux effets socio-économiques des plateformes numériques. Son approche accorde également une place importante à la psychologie comportementale qui permet d'expliquer comment ces plateformes influencent nos comportements et nos choix. Bonjour Stéphanie Rosa. Bonjour. Pour introduire à votre ouvrage sa démarche et ses deux parties, l'une théorique, l'autre de mise en pratique, j'aimerais que vous commenciez par définir quelques mots, notamment aliénation, capitalisme, capitalisme tardif et capitalisme des plateformes. Tout ça. Tout ça. Et vous êtes là pour ça. Alors, moi, je me suis appuyée, effectivement, mon cadre d'analyse, il reste marxiste. Donc, le capitalisme, il est défini par Marx, c'est pas moi qui le définis, comme un système, comme un rapport de production particulier qui est marqué par la propriété privée des grands moyens de produire, d'échanger, de communiquer, donc par les capitalistes, et du coup, par une généralisation du salariat, donc une forme d'exploitation moderne qui repose sur une captation d'une partie de la valeur du travail par les capitalistes, donc par les propriétaires des moyens de production, de communication, d'échange. Donc ça, c'est le capitalisme. Ce que j'appelle capitalisme tardif dans mon livre, c'est une expression que j'emploie, qui n'est pas, qui n'est pas canonique. C'est le capitalisme, on va dire, qui commence, disons, au moment des 30 Glorieuses, la généralisation de la société de consommation dans les pays occidentaux, les pays les plus riches, et puis qui va jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors l'aliénation, c'est un peu plus délicat. Marx décèle l'aliénation d'abord dans le travail de l'ouvrier à l'usine, donc au 19e siècle, donc dans des conditions qui sont plus exactement celles qu'on connaît, aujourd'hui, oui. plus tellement celles qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est une forme de dépossession, qui est d'abord une dépossession du produit du travail, de l'outil de travail, du rythme du travail, mais qui a des répercussions sur la subjectivité. C'est finalement une dépossession de soi, du sens de son travail, et à travers le sens de son travail, du sens de sa propre existence. Donc il y a une forme de destruction, de mutilation de l'être dans cette aliénation. Et en fait, dans la suite de sa trajectoire intellectuelle, Marx va déceler l'aliénation, non pas seulement dans le travail ouvrier à l'usine, mais en fait dans toute la société. Le capitalisme nous dépossède avec ces lois économiques qui ont l'air de fonctionner toutes seules, sans plus que personne ne semble pouvoir mettre un terme à certains de ces méfaits. Donc c'est comme si les forces productives s'étaient émancipées des capacités de contrôle humaines, fonctionnaient toutes seules et produisaient des catastrophes ou des effets non désirés, et que plus personne n'y puisse rien. Voilà. Donc ce sentiment d'impuissance collective, c'est l'aliénation. Et donc cette aliénation qui est psychique, moi, je la vois à l'œuvre sous des formes renouvelées dans le capitalisme tardif. Alors, on peut dire qu'en effet, avec l'industrialisation et la finance industrialisée, l'effet sur l'individu, c'est de perdre son savoir-faire, la maîtrise sur l'outil de production. Et vous faites un lien, finalement, en disant que cet état d'esclavage par la machine, et donc par derrière, évidemment, le propriétaire de la machine qui est le capitaliste derrière, vous dites que finalement ce schéma-là se retrouve transformé de nos jours, c'est ça? Oui, alors il est toujours à l'œuvre, il y a toujours du travail aliéné, mais même le travail aliéné, il a évolué. Parce qu'à côté des formes classiques de travail aliéné qu'on a encore à l'œuvre, et notamment plus on va dans les pays du Sud et plus on trouve des conditions d'exploitation comparables à celles du 19e siècle, mais même dans les pays développés, même chez les cadres,
on a des formes d'aliénation, de perte de sens du travail, de perte de contrôle de son travail. Alors, l'aliénation, je reviens un tout petit peu en arrière, mais ça n'est compréhensible que sur la base de cette idée de Marx que je pense profondément juste, qui est que dans le travail se joue quelque chose d'essentiel dans une vie humaine. C'est-à-dire que dans le travail, c'est par et dans le travail que l'humanité s'est humanisée, qu'elle est sortie du règne animal et qu'elle s'est mise à aménager son milieu et donc à sortir de l'état naturel pour rentrer dans l'histoire. Et c'est aussi par le travail que l'individu s'humanise. Parce que c'est par le travail qu'on intègre tout un tas de compétences, de connaissances, d'habiletés qui nous sont transmises par les générations qui nous précèdent et qu'on les restitue sous la forme du travail, dans lequel à la fois on restitue ces choses qui nous dépassent, ces compétences, ces connaissances qui sont universelles, mais en y ajoutant notre petite touche personnelle et donc en laissant notre marque propre sur le monde. Donc c'est un moyen d'auto-réalisation et d'auto-épanouissement, le travail. Et c'est pour ça que l'aliénation du travail, elle est si grave pour Marx, parce qu'on est empêché de s'auto-réaliser en tant qu'être humain. Il y a une possibilité à l'homme de s'auto-réaliser, c'est par le travail, mais des conditions extérieures, par des personnes X et Y, notamment dans le capitalisme, l'en empêchent et provoquent des aliénations. Petite remarque tout de suite. Quand vous dites le travail, de quoi parle-t-on? Parce que visiblement, à vous entendre, la définition que vous donnez, est proche simplement du faire. Hein. C'est-à-dire quelle est la différence entre faire, c'est-à-dire se réaliser, par exemple, même prenons un cas un peu dans la pratique poétique ou dans une pratique de poésie artisanale ou... Moi, je définis le travail comme une production de valeur d'usage. C'est-à-dire que si j'écris dans ma chambre des poésies pour moi-même, il n'y a pas de valeur d'usage si personne ne les lit, si personne n'en profite. Ce n'est pas du travail. Par contre, si j'écris des poèmes et que je les propose aux autres, et que alors, je les vends dans le cadre de la société capitaliste, mais dans une autre société, je pourrais les proposer, et si elles sont lues et appréciées par d'autres, alors ça devient du travail parce que c'est de la valeur d'usage qui n'est pas seulement pour la personne propre, mais pour les autres, pour la collectivité. Ok. Le travail, dans ce cadre de ce distinguo que vous opérez, le travail peut-il être, non pas le faire pour le coup, mais le travail peut-il être un lieu d'épanouissement personnel? Ah ben, je pense qu'il le doit. Il devrait l'être. Il le doit, oui. C'est une condition pour l'épanouissement des humains, je pense. Vous rattachez la possibilité de la réalisation personnelle, hein, de la réalisation personnelle, avec comme objectif la grande phrase dans Das Kapital de Marx du règne ou royaume de la liberté, où chacun doit faire et recevoir selon ses besoins et selon ses propres moyens. Vous parlez avec le Hongrois Lukács de la généricité en soi, de l'aspect de genèse par soi-même. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous pouvez nous dire, qu'apporte Lukács dans cette pensée-là, sur ce point-là? Alors Lukács, il a cette idée qui est qu'au fond, l'histoire humaine, c'est pas seulement, mais aussi l'histoire de la prise de conscience par l'humanité de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut faire. Donc plutôt hegelien. Il y a une forme d'hegelianisme, dans le marxisme. Enfin, en tout cas, le marxisme humaniste, c'est plutôt un marxisme qui réinvestit Hegel. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Et donc, l'humanité prend conscience de ce qu'elle est, ce dont elle a besoin et vers où elle peut aller. Et par exemple, une des étapes importantes dans la prise de conscience de soi de l'humanité, c'est la démocratie. Parce que dans la démocratie, on prend conscience de l'égalité des êtres, de l'égalité des êtres humains, ce qui est une conquête historique, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Sûr. Et puis, au fond, du mode de relation sociale le plus adéquat à l'espèce humaine, c'est-à-dire le fait de décider ensemble, démocratiquement, de ce qu'on veut faire, de notre propre société, de nos modes de vie, etc. Ok. Donc, en fait, si j'ai bien compris en vous lisant, chez Lukács, on a une promotion d'une nécessaire démocratisation quasiment de toutes les instances du réel, aussi bien qu'elles soient politiques, décisionnelles, classiques, mais aussi bien dans toutes les formes de production, etc. Et c'est en ça où vous séparez un petit peu d'une lecture marxiste-communiste plus orthodoxe, qui serait de dire que finalement tout joue dans l'infrastructure et que les marges de possibilité d'avancer vers une expérience commune de la liberté n'existent quasiment pas, c'est ça? Alors, le marxisme humaniste, c'est un marxisme qui se développe à partir des années 30 contre le stalinisme, en fait, hein, et contre le stalinisme à la fois sur le plan
théorique, philosophique. Il y a une réhabilitation de la liberté humaine, parce que comme vous dites, dans le marxisme stalinien, la conscience humaine n'est plus qu'un reflet de ce qui se passe dans l'infrastructure socio-économique, et donc les individus n'ont pas de marge de liberté, en fait. Comme dans le maoïsme, d'ailleurs. Voilà, mais comme dans tous les marxistes. De toute façon, le maoïsme, c'est une forme de stalinisme. C'est la prolongation du stalinisme. Donc, il y a une forme d'anti-stalinisme théorique, et puis il y a un anti-stalinisme politique qui est de prôner la démocratisation. Alors, Lukács lui-même, il était réfugié à Moscou dans les années 30. Il avait été chassé par les événements européens, donc ça lui était impossible, en fait, de porter vraiment une option démocratique vu le contexte dans lequel il était. Mais après la guerre, il va s'engager à chaque fois que ce sera possible pour une démocratisation du socialisme. Alors évidemment, c'est une entreprise, rétrospectivement, on voit bien que c'était voué à l'échec, quoi. Mais à l'époque, il a vraiment cru qu'une démocratisation était possible. C'est une question, mais vraiment complexe, mais profonde. Autant il y a une réflexion sur la liberté qui court dans l'anarchisme, autant dans le marxisme, le terme de liberté peut être employé, mais en fait est rarement vraiment théorisé, à part la finalité marxienne du royaume de la liberté. Comment les marxistes humanistes, donc dans la continuité de Lukács, mais aussi jusqu'à Garaudy, si j'ai bien compris, comment vous incluez à nouveau cette dimension de la liberté qui est sans doute une des choses les plus difficiles à définir, car les libertés, on est tous pour les libertés, et on peut savoir ce que c'est qu'une liberté, et dire ça empêche la liberté. Mais le terme de liberté, c'est pas facile. Alors Lukács, moi je pense qu'il fait partie vraiment des philosophes du XXe siècle qu'on pensait avec le plus d'ampleur et de cohérence la liberté humaine. Il en fait la généalogie. Il montre comment, justement, dans le travail, dans les premières manifestations du travail humain, vraiment tout début de la civilisation humaine, même avant la civilisation, dans les cavernes, quoi, la liberté humaine naît de, justement, l'ensemble des alternatives et des options qu'il lui faut trancher dans le processus de travail. Comment la liberté humaine s'origine là-dedans et comment elle se développe dans l'histoire. Et la prolongation naturelle de cette liberté, c'est la démocratie. Donc il y a vraiment toute une réflexion là-dessus. Et j'avais une idée là qui m'échappe à l'instant, mais je vais la retrouver. Disons, comment, au sein de la nécessité du déterminisme, peut arriver quelque chose de l'ordre d'une sorte de clinamen qui permettrait l'émergence de liberté et d'un sentiment, d'une expérience de la liberté qui conduirait les gens à décider notamment d'aller vers la démocratie et de pratiquer la démocratie. Alors, Lukács et le marxisme humaniste en général accordent une importance, réévaluent la question de l'idéologie, c'est-à-dire des représentations politiques, esthétiques, philosophiques que les gens ont dans la tête. Et l'idée de Lukács, c'est de dire contrairement à ce que dit le marxisme stalinien, c'est pas un pur reflet, ça n'a pas une importance secondaire, ça n'est pas analysable uniquement en termes de lutte de classe. La vie de l'esprit, elle a son autonomie, et donc elle se développe selon une certaine logique. Bien sûr, elle est liée, elle n'est pas sans lien à la lutte de classe et à ce qui se passe dans l'infrastructure économique. Il y a les moteurs de l'histoire et les contradictions. Mais il y a quand même une forme d'autonomie. D'accord. Et ce que les gens ont dans la tête, ça les motive à agir. Donc, c'est extrêmement important. Je vais vous donner l'exemple le plus frappant. Dans les années 30, Lukács engage une réflexion très approfondie sur l'idéologie fasciste, en se demandant d'où vient le fascisme. Alors, à l'heure où, dans le stalinisme, on dit l'idéologie fasciste, c'est une réaction de la bourgeoisie allemande effrayée par la révolution prolétarienne qui monte. Et puis voilà. Alors, ce qui est vrai quand même. Ce qui est vrai, mais il n'y a pas que ça. Mais ça ne suffit pas. Lukács cherche, il fait la généalogie du fascisme allemand et il en cherche des traces jusque dans la réaction des intellectuels allemands à la Révolution française à la fin du XVIIIe siècle. Et ensuite, il fait toute cette généalogie et qui va jusqu'aux années 30. Ça s'appelle « La destruction de la raison ». C'est un monumental ouvrage qui est critiquable.
il y a des outrances, il y a des excès, etc. Mais c'est vraiment une tentative de restituer à la pensée humaine son autonomie et à la politique son autonomie, dans le cadre du marxisme. Ok, alors est-ce qu'on ne peut pas dire, si j'entends bien, par rapport à la présentation que vous faites, et notamment par rapport à l'héritage stalinien, est-ce que ce n'est pas le retour, simplement le retour de l'individu, c'est-à-dire la possibilité qu'a l'individu de quand même avoir une petite forme d'autonomie, d'avoir un moteur d'autonomie qui joue sur la collectivité? Notamment les philosophes. Ouais. Si on prend l'exemple de la destruction de la raison, il en fait des personnes pensantes et donc qui font des choix. Et dans la construction de leur philosophie, ils font des choix qui sont à la fois des choix sociaux, des choix politiques, des choix philosophiques. Okay. Donc oui. Vous vous inscrivez dans cette forme de communisme où il y a un retour de la place de l'individu et de la liberté aussi motrice. Et il y a aussi, et j'ajoute ça parce que c'est important, il y a aussi une notion de responsabilité individuelle qui est très forte. Par certains aspects, il y a même une proximité un peu frappante entre le Lukács de la destruction de la raison et des années qui suivent et le Sartre de l'existentialisme et l'humanisme. C'est vraiment, les intellectuels sont responsables. Ils sont responsables de ce qu'ils disent, ils sont responsables des effets que ça a sur la société. Et il faut avoir conscience de cette responsabilité-là. Et pareil, ils parlent de la responsabilité du peuple allemand. Enfin voilà, donc c'est vraiment prendre la liberté individuelle au sens fort. Hein. C'est fort, pas, Donc c'est assez intéressant parce que ça nous a permis comme ça un petit peu en introduction, un peu longue certes, mais de voir d'où vous venez et d'où vous parlez et de bien comprendre les assises de votre pensée et comment vous allez lire Marx, parce que ça va nous permettre de mieux comprendre votre critique de la deuxième partie de votre ouvrage qui commence à partir de la page 137. Et pour y arriver, je vais vous demander de nous lire un petit passage qui est la page 170. Derrière le fonctionnement de tout algorithme se cache ainsi l'intervention d'une série de personnes, en chair et en os. Une intervention, rémunérée ou non, complexe ou simple, selon les personnes considérées. Cet état de fait est d'ailleurs à l'origine du nom qu'Amazon a donné à sa plateforme de micro-travail, Mechanical Turk. Le Turk mécanique était un faux automate construit à la fin du XVIIIe siècle et prétendument doté de la faculté de jouer aux échecs contre un adversaire humain. Un mannequin habillé en turc était assis derrière un meuble en bois censé abriter le mécanisme qui le faisait bouger. En réalité, le meuble était réalisé de telle sorte qu'un individu pouvait s'y cacher dans un compartiment dissimulé et manipuler le mannequin. Le turc mécanique, c'est donc l'être humain caché dans la machine et qui la meut en définitive. Selon Hamid Ekbia et Bonnie Nardi, le micro-travail est révélateur d'une nouvelle dimension du capitalisme. Si jusqu'à la fin du XXe siècle, celui-ci a globalement encouragé un développement scientifique et technologique favorisant l'automation, donc réduisant la place de l'intervention humaine dans les dispositifs de création de valeur, son évolution la plus récente promeut désormais en même temps une hétéromation, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs qui, pour leur part, nécessitent une intervention humaine soutenue, impliquant les agents selon de nouveaux modes d'adhésion et de consentement. Je vous remercie pour cette belle lecture. Vous finissez par hétéromation. Vous en donnez quelques précisions, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est une main-d'œuvre humaine invisible. Oui, c'est-à-dire que... Ce point est important, l'invisibilité. De ce point de vue-là, c'est une aggravation de l'aliénation. Parce que Marx souligne déjà que dans le processus de travail à l'usine, l'ouvrier se sent de plus en plus accessoire de la machine, voire presque surnuméraire, tellement la machine a l'air de faire tout le travail. Alors là, dans le micro-travail, on a carrément invisibilisé complètement les travailleurs. C'est-à-dire que l'utilisateur d'Internet ne sait pas que derrière les algorithmes, il y a des êtres humains au travail. Ils sont devenus complètement inconnus. Ils travaillent dans le secret le plus absolu, on peut dire. Ils sont souvent dans les pays du Sud. Du coup, ils ont besoin de revenus. Et contrairement aux travailleurs des pays riches, ils ne sont pas du tout dans la proximité avec les centres de décision. Et voilà, et on les paye à la tâche, à la micro-tâche. Donc on les paye quelques centimes à chaque fois. Et pour accumuler suffisamment de micro-tâches pour avoir un salaire qui est un minimum décent, il faut travailler des heures et des heures. C'est des travailleurs, on pourrait dire dans le vocabulaire... Des tâcherons, vous dites. Oui, des travailleurs à la tâche. Des journaliers ou des journaliers, ouais, voilà, c'est ce modèle-là. Je veux bien que vous résumiez pour les téléspectateurs un des beaux moments de votre ouvrage. Comment Hubert a réussi à créer son emprise et son empire?
Oui, alors ça, c'est super. Je me suis appuyée sur des enquêtes de sociologues qui sont très bien faites. Et c'est incroyable. C'est-à-dire que cette entreprise a accumulé les pertes jusqu'en 2023. Donc, ils ont levé des fonds auprès des bailleurs de fonds, des fonds énormes, des milliards, et ils se sont implantés avec une brutalité et comme au Far West, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont envahi le marché avec des chauffeurs qui demandaient des prix dérisoires pour les courses, donc qui faisaient des courses à perte, C'est ça. que Uber compensait, donc en perdant de l'argent, pour envahir le marché, justement, pour que tout le monde fasse appel à Uber et que du coup, ils s'installent sur le marché, ils écrasent toute la concurrence. Et ensuite, ils sont allés voir les décideurs politiques et ils leur ont dit, voilà, soit vous acceptez, parce que c'était illégal, le VTC Uber, la façon dont ça se passe, c'était illégal, notamment en France, il y avait des réglementations assez strictes sur les taxis, etc. Ouais. Voilà, donc on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Eux, ils l'ont fait dans l'illégalité. Ils ont aussi, j'ai oublié de le dire, mais ils ont payé les amendes des chauffeurs quand c'est extraordinaire. ils ont payé les frais d'avocat quand ils allaient au tribunal, etc. Ouais. Donc tout ça à perte. Et ensuite, ils ont dit aux décideurs politiques, si vous ne nous légalisez pas, vous allez faire des dizaines de milliers de chômeurs. Incroyable stratégie. Voilà. Payante au final. Et mais ça a été payant. Ouais. Alors, ça a aussi été payant parce qu'une partie de nos décideurs politiques, et notamment un certain Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie à l'époque où ça s'est passé, était convaincu idéologiquement, donc l'idéologie joue un rôle, de la supériorité de la loi de l'offre et de la demande, du marché, de la libre concurrence. Et donc, Uber rentrait dans... rentrer dans cette idéologie-là. Il me semble quand même, à l'échelon européen, qu'on impose maintenant à Uber de salariés. D'ailleurs, il n'y avait que la France et un autre pays à être contre, c'est ça, non? Alors, c'est compliqué parce que... Et c'est là où la situation... Le capitalisme actuel est vraiment un système complexe. C'est qu'une partie des chauffeurs veut devenir salarié d'Uber, mais c'est une minorité, en fait. La majeure partie des chauffeurs Uber, et c'est là que... Je voulais arriver à ce point-là, qui est très intéressant. C'est compliqué. Pourquoi alors? Parce qu'en fait, les chauffeurs sont, une partie d'entre eux, mais une partie importante d'entre eux, sont convaincus de l'idéologie néolibérale. C'est-à-dire qu'ils considèrent, aussi longtemps qu'ils peuvent soutenir le rythme effréné que leur travail leur impose, qu'en travaillant avec Uber, ils sont leurs propres patrons. Et effectivement, sur le plan juridique, ils sont auto-entrepreneurs. Donc, dans auto-entrepreneur, il y a entrepreneurs, voilà, qui choisissent leurs horaires, qui n'ont pas de chef sur le dos, qui sont libres et qui sont y compris libres de s'enrichir, qu'ils ont quelque chose en commun avec Elon Musk, même si ce quelque chose est un petit peu infime. Et du coup, c'est très difficile de lutter parce que ces chauffeurs-là veulent rester dans le statut d'auto-entrepreneur. Alors en réalité, ce qui se passe, c'est que les gens font ça une petite poignée d'années et puis en fait, au bout d'un moment, ça les épuise et donc ils changent. Mais il y a un turnover. Il y en a d'autres qui arrivent sur le marché et qui les remplacent. Donc le système tient. Vous voulez dire qu'en fait, il y a une sorte de mirage de l'entrepreneuriat comme rencontre de la liberté et la possibilité d'arriver à la perspective de gagner des sommes mirobolantes, c'est ça C'est la force de l'idéologie néolibérale, c'est-à-dire que ça ne fonctionnerait pas, c'est ce que j'essaie de montrer, une des choses que j'essaie de montrer dans mon livre, ça ne fonctionnerait pas sans notre consentement. Bien sûr. Et l'idéologie néolibérale n'est pas dépourvue d'arguments pour nous convaincre, parce que elle capte à son bénéfice, ou au bénéfice du capitalisme, on va dire, un certain nombre d'aspirations humaines naturelles, notamment l'inspiration à l'indépendance dans son travail. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, parce qu'il y a une chose qui me paraît importante. Je ne veux pas donner l'impression que, pour moi, le capitalisme est un système qui est de pire en pire et que les êtres humains sont de plus en plus misérables au fur et à mesure que le temps passe. Je pense... Et c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, et je pense que c'est important, que le capitalisme tardif a aussi été porteur de très grands progrès. Et notamment, il a beaucoup enrichi l'humanité, il a sorti plus d'1 milliard d'êtres humains de la grande pauvreté, notamment en Chine, en Inde. Voilà. Donc cette énorme accumulation de richesses, ce développement, y compris des plateformes, etc., ça n'a pas que
des aspects négatifs. Il y a des aspects négatifs, il y a même des grands dangers pour la planète et il faut les critiquer. Mais voilà, je voulais faire cette parenthèse. Certes, dans le cadre d'un marxisme bien compris, quel que soit l'échelon où on est de félicitations du capitalisme dans sa création de richesse, tout ça n'a qu'un seul but, c'est l'attente qu'un stade quantitatif soit établi pour verser dans une société socialiste. C'est pas une question de quantité, parce qu'en vrai, on aurait peut-être pu passer d'un point de vue quantitatif au socialisme il y a un certain temps déjà. Mais c'est plutôt. On l'a fait, mais ça s'est pas bien passé. Oui, alors on l'a fait, mais alors on l'a fait dans un des pays les plus. Dans plusieurs pays, je veux dire, dans la Chine, riches. la Russie, Pol Pot, Corée du Nord. Alors je ne sais pas si on peut mettre tout ça quand même dans le même sac. En tout cas, tous se revendiquent du communisme. Faire porter le chapeau à Marx de Pol Pot, c'est quand même un peu excessif. Alors, dans ces cas-là, il faut revenir aussi à la source. C'est quel communisme pour vous? Parce que le problème du communisme, c'est que je ne dirais pas qu'il y a à boire et à manger, ça serait trivial. Mais en effet, je veux dire, Pol Pot s'est réclamé du communisme. Oui, mais enfin, Mao, si vous allez par là, Hitler, rien à voir avec Lukács. Hitler s'est réclamé du socialisme. Goebbels s'est bien mis national-bolchevique, hein, pour le coup. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous le communisme? Parce que ça fait peur aux gens maintenant, il faut dire les choses. Donc, qu'est-ce que vous concevez par le terme de communisme? Moi, personnellement, je ne conçois pas le communisme ou le socialisme indépendamment d'une démocratie la plus large possible. À mes yeux, le socialisme, je préfère ce mot au communisme parce qu'au fond, c'est revenir en deçà de la partition qui a été établie au moment de la Révolution de 17 entre communisme et socialisme. Oui, et puis menchevique et bolchevique. Avant ça, on parlait de socialisme au sens large et même les socialistes, même Lénine, ils se disaient social-démocrate avant 1917. Donc, bref, pour moi, le socialisme, ça n'est légitime que sur la base d'une démocratie de plus en plus large à l'échelle de la société humaine. Donc sans dictature du prolétariat ou quand même avec un stade de dictature du prolétariat, parce que c'est quand même ça qui est en jeu. Non, mais je suis pas. Je suis pas une dirigeante politique. J'ai pas de programme clé en main à proposer. J'aimerais bien, hein, mais j'ai pas ça en main. Et je pense que de toute façon, le socialisme du XXIe siècle ne peut pas ressembler, pour des raisons évidentes, ni au socialisme du XIXe ni au socialisme du XXe siècle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à remettre à plat, à repenser et à repenser collectivement. Donc, je n'ai pas toutes les réponses aux questions là que vous posez, mais voilà. Je vais vous dire très sincèrement, avoir comme objectif le fait de permettre à tout le monde de répartition des richesses en fonction des besoins de chacun pour permettre une sorte d'autonomie où l'individu s'auto-réalise et devient créateur, je veux dire, à part quelques salauds, je veux dire, tout le monde veut ça. On espère, du moins. Voilà. Ouais. La question, est-ce que vous pensez que le mot de communisme est la meilleure définition de ça? Alors, je ne parle pas de communisme dans mon livre. Hein. Encore une fois, ce n'est pas un terme que j'emploie. En fait, tout dépend de ce qu'on met derrière les mots. Voilà. Mais encore une fois, pour ma part, je ne suis pas quelqu'un qui va, comme certains, dire qu'une révolution violente est encore quelque chose d'indispensable. En fait, je ne sais pas. Moi, j'essaie d'être attentive aux évolutions du capitalisme, aux évolutions du coup de nos démocraties libérales, mais aussi des régimes autoritaires et non libéraux qu'il y a sur la planète. Et pour ma part, je considère que la violence, on ne peut pas toujours l'éviter, mais c'est toujours en dernier recours qu'il faut y recourir. Donc voilà, mais encore une fois, voilà, je ne peux pas... c'est très clair. Mais c'est toujours entre alpha et entre le point A et le point final. Toute la question, c'est comment on chemine de A au point final, vous savez bien. Revenons à la quatrième partie sur la manipulation des consciences. Alors, vous pouvez nous présenter un petit peu vous convoquez certaines personnes, dont il y a Barnes, il y a Poison Ivy, il y a Fogg, etc. Vous pouvez nous parler de toutes ces personnes-là? Oui, alors, il y a une des choses fascinantes qui apparaît justement dans les sociétés capitalistes qui commencent à connaître un début de société de consommation et puis surtout qui ont instauré la démocratie parlementaire. Donc, on commence à avoir dans ces sociétés-là, en gros, c'est aux États-Unis au début du XXe siècle, 1920, des manipulateurs professionnels. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus considérer les masses ouvrières, le peuple,
comme simplement pouvant être dirigés par la contrainte, parce qu'ils commencent à avoir un petit peu de pouvoir d'achat, donc il faut les diriger vers la consommation qu'on souhaite, et parce qu'ils votent. Et donc il faut les convaincre de voter pour leurs dirigeants. Ouais. Donc commence à apparaître, et le premier d'entre eux, effectivement, c'est Ivy Lee, qui a fondé la première firme de relations publiques de l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est-à-dire que, et c'est intéressant parce que là, on retrouve la lutte des classes. Ivy Lee, il est appelé à la rescousse par Rockefeller au moment où on a une grande grève qui oppose donc la firme à ses mineurs. Et c'est suite notamment au massacre de Ludlow, qui est tristement célèbre, où la troupe, où les milices de Rockefeller ont tiré sur les ouvriers en grève et sur leurs femmes et leurs enfants. Donc très mauvaise pub pour la compagnie. Ça. Et donc on fait appel à Ivy Lee, qui lance une campagne de contre-communication contre les grévistes et contre les syndicalistes qui les soutiennent. Et donc il fait des communiqués de presse, il répand des calomnies sur les grévistes, etc., pour retourner l'opinion publique en défaveur des grévistes. Ça, c'est son premier fait d'armes. Et ensuite, non seulement lui, il va continuer, il va conseiller donc, des firmes qui sont mises en difficulté, mais aussi petit à petit des politiques, etc. Il va faire du lobbying et il va y avoir des manipulateurs comme ça, professionnels, il va y en avoir de plus en plus. C'est d'abord aux États-Unis que ça se passe. Ça devient des publicitaires. On a l'exemple le plus connu, c'est celui d'Edward Bernays, qui a écrit un livre qui s'appelle Propagande et qui est le neveu de Sigmund Freud, si je ne me trompe pas. Donc, qui est au courant de toutes les découvertes de la psychologie et de la psychanalyse, qu'il utilise dans une perspective publicitaire. Voilà. Et donc, cette manipulation de masse va monter en puissance tout au long du XXe siècle. Et en fait, ce que je montre dans l'ouvrage, mais d'autres l'ont dit aussi, c'est qu'avec l'ordinateur et avec les plateformes, on est passé à un stade supérieur de la manipulation. C'est-à-dire qu'on a des moyens qu'on n'avait pas avant, quoi. C'est ça. Et alors maintenant, donc, ce grand laboratoire des technologies persuasives, vous partez du principe, avec raison d'ailleurs, qu'ils trouvent parfaitement à s'exprimer dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas ? Alors, les réseaux sociaux, c'est des hauts lieux de la manipulation. C'est ça. Et ça a été, ça a été fait pour ça. C'est ça qui est... on parlait de micro-suasion tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est la micro-suasion ? C'est tous ces petits procédés que l'ordinateur nous permet et qui ont été implémentés dans l'architecture de Facebook, de Twitter, mais aussi de YouTube, etc. Des procédés qui sont faits pour nous rendre addicts en fait, à ces réseaux, nous amener à y passer le plus de temps possible et à interagir le plus possible. Par exemple, un exemple que je donne, c'est les notifications sur Facebook. Quand vous allez sur Facebook et vous allez sur votre compte, vous avez des petites notifications. Des fois, les notifications, c'est des likes, c'est des trucs sympas, des messages sympathiques et tout. Des fois, c'est des trucs pas sympas, c'est des commentaires critiques ou des... voilà. Cette récompense aléatoire fait que quand vous allez sur Facebook, vous ne savez pas si les notifications vont être positives ou négatives, ça vous rend accro. Une production de dopamine, c'est ça. Ça détraque petit à petit votre circuit de récompense, le circuit dopaminique de la récompense, et ça fait que vous allez y aller de plus en plus longtemps. Des chercheurs ont établi depuis longtemps que sur des souris, la récompense aléatoire, si vous les amenez à un distributeur qui des fois leur fait tomber une friandise et des fois leur fait tomber rien du tout, elles vont être beaucoup plus addictes, elles vont y revenir de manière beaucoup plus frénétique qu'un distributeur qui leur distribue tout le temps la récompense. C'est les pigeons de Skinner. Alors, c'est le premier à avoir démontré ça, en 1920. C'est avec des pigeons. Je ne sais plus d'où ça. C'est Skinner avec les pigeons, c'est hallucinant. La récompense aléatoire. Voilà. Et en fait les pigeons arrêtaient parce qu'ils avaient à manger et Skinner a trouvé le moyen de les obliger à réappuyer sur la vitre pour avoir à bouffer. Et il commençait à appuyer et les pigeons devenaient complètement tarés. Eh bien, nous, c'est pareil sur Facebook. D'accord. Y a-t-il quand même des aspects positifs que vous trouvez dans ce lieu d'un capitalisme qu'on peut dire, et que vous dites d'ailleurs émotionnel, où on partage, où soi-même on devient marchandise, où ses souvenirs, ses goûts sont médiatisés et mercantilisés en permanence? Aspect négatif, aspect positif? Alors, je pense, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas être entièrement, complètement... faut sortir de l'état d'esprit apocalyptique dans lequel on est parfois à gauche. C'est-à-dire que
à travers le capitalisme tardif, à travers, par exemple, ce que décrit Eva Illouz, toutes les techniques de développement personnel, par exemple, on a appris à s'objectiver, c'est-à-dire se mesurer, mesurer son tour de taille, son poids, etc. Mais mesurer aussi, objectiver un peu ses propres émotions, ses propres comportements, voir comment on réagissait dans telle et telle situation, etc. Et mettre un peu de distance entre ses propres émotions et comportements et soi-même pour les examiner. Ça, on ne peut pas dire que c'est entièrement négatif. C'est plutôt une bonne chose de ne pas être collé comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Sauf que pousser trop loin et sans recul critique, ça amène, il y a une forme de réification de soi. C'est-à-dire qu'on finit par se voir, non plus comme un être humain, une totalité, avec différentes caractéristiques et en relation avec les autres surtout, mais comme une liste de compétences, de qualités et de traits de caractère qui sont mesurables, quantifiables et du coup qui sont contrôlables, un peu comme on contrôle la production dans une entreprise ou d'autres choses. Et surtout, comme un tout fermé sur soi-même. Alors ça, c'est 2 points. Donc, le fait d'être coupé en morceaux prédicatifs comme ça, vous dites, en fait, ça favorise le fait d'être exploité par le marché. Ben oui, parce que en fait, on finit par, c'est lié à des pratiques c'est inséparable en fait de pratiques de consommation. On va consommer du développement personnel, on va consommer les produits qui sont liés au développement personnel, on va consommer, je ne sais pas, des cours de yoga, des vacances, des. Ouais, voilà. Alors, je vais être provocateur, je vais être très provocateur là. Mais est-ce que la manifestation en miroir des individus à travers les technologies communautaires, ça peut pas être une voie vers l'émancipation? Et je dirais même plus, est-ce que c'est pas même un sens de l'histoire vers l'émancipation que vous cherchez tant? Est-ce que c'est pas aussi dans l'expérience de soi, d'objectivation dans les pratiques communautaires que se joue quelque chose? Je vais même aller beaucoup plus loin, et ça va peut-être vous choquer, mais je vous pose la question. Vous connaissez évidemment comme moi la philosophie du concept de Hegel, avec la partie de la Wirklichkeit, c'est-à-dire la manifestation de l'idée en tant que concept réellement réalisé dans l'histoire. Est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on est à un moment où les individus sont en train de s'objectiviser ou s'objectiver à travers les réseaux sociaux pour mieux ensuite réaliser leur singularité réelle? En fait, moi, je pense que c'est le contraire qui se passe. Le problème, c'est que c'est appauvrissant comme rapport au monde. C'est-à-dire que ce qui disparaît complètement dans le processus, c'est la créativité. Il y a plus de place. En fait, il y a les réponses, avec cette forme d'objectivation, les réponses à toutes les questions qu'on peut se poser, à tous les besoins qu'on peut avoir, sont préfabriqués par le marché. Et il n'y a plus ce rapport au monde. Alors, encore une fois, c'est pas pour dire que les êtres humains s'y détruisent complètement, au sens où l'ouvrier qui travaillait 18 heures par jour était détruit par le capitalisme. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais on constate, de toute façon, on le voit, l'appauvrissement. On voit bien qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a une standardisation. C'est beaucoup trop. Non, mais il y a une standardisation, il y a un appauvrissement. Il y a aussi une perte, paradoxalement, alors c'est un autre aspect, mais une impulsivité beaucoup plus grande au détriment des attitudes plus raisonnées et des satisfactions différées, parce qu'on a vraiment ce côté, en s'objectivant de cette manière-là et en faisant, comme le développement personnel, par exemple, nous dit de faire, on s'attend à des satisfactions immédiates, on s'attend à ce que telle marchandise provoque telle satisfaction, et on est moins... De toute façon, ça, c'est les études qui le montrent, les êtres humains qui sont confrontés trop aux réseaux sociaux, etc., sont des gens qui deviennent plus impulsifs, moins capables de satisfaction différée, vous avez tout à fait raison, plus narcissiques. Donc, il ne s'agit pas de faire une critique au vitriol de tout. Il se passe, par exemple, sur les réseaux, j'en parle dans le livre à un moment, par rapport à l'image du corps des femmes, il y a des choses qui ont un peu, qui se sont quand même un peu améliorées, parce qu'il y a eu tout un tas de critiques de la standardisation du corps des femmes. Il y a eu des corps différents qui se sont montrés, une espèce de des tentatives de desserrer un peu cet étau qu'on a autour du corps des femmes. Bon, mais sauf que si on regarde globalement, la dictature de corps hyper standardisés et minces et même à la limite de la maigreur, etc., elle est encore là, quoi. Bien sûr, donc, il y a des marges, il y a des marges de critique, etc. Et donc tout n'est pas effectivement négatif.
mais on a du mal à sortir de cet idéal qui est un idéal commercial. Ouais, bien sûr. Stéphanie Rosa, merci beaucoup. Donc, je vous conseille la lecture de ce livre. Les 2 premiers chapitres sont un peu plus ardus pour les personnes peu aguerries à la philosophie, mais ça mérite vraiment le coup. Et on transite comme ça jusqu'à la page 137 où commence la deuxième partie qui vous réserve des histoires sur les Uber notamment. Stéphanie Rosa est l'invitée des Champs Libres. Je vous recommande donc Marx contre les GAFAM et je vous dis à la semaine prochaine.